Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Avant de laisser la parole aux intervenants sur l'articulation entre un groupe et ses filiales, je vais peut-être me présenter très rapidement, mais surtout présenter la communauté des entreprises à mission pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, je suis Mélanie, responsable des formations et des contenus au sein de la communauté des entreprises à mission. La communauté des entreprises à mission est une association d'intérêt général dont le rôle est vraiment de promouvoir le modèle de la société à mission, que ce soit à travers des échanges entre pairs, de l'approfondissement et de la recherche sur ce modèle d'entreprise ou de la diffusion via des webinaires comme on le fait aujourd'hui. C'est une association qui regroupe des dirigeants d'entreprises, des sociétés qui sont déjà sociétés à mission, mais aussi, et on ne le sait que trop peu, des entreprises qui sont en chemin pour le devenir, et puis quelques experts et chercheurs qui souhaitent eux aussi porter la voix du modèle, échanger entre pairs et puis continuer à apprendre, puisque ce modèle est encore récent, donc on continue aussi tous à apprendre pour faire la norme, on va dire. Aujourd'hui, on représente plus de 400 membres qui sont donc des dirigeants, principalement des entreprises, mais comme je le disais également, quelques experts et chercheurs. Merci donc d'être si nombreux ce matin, on est quasiment une centaine. Je vais laisser la parole aux membres de la SEM qui ont contribué vraiment à ce groupe de travail. Et puis voilà, je voudrais aussi particulièrement remercier Claire et Valérie qui ont porté ce groupe de travail qui a duré quand même un certain nombre de temps. Donc merci en tout cas à tous les quatre d'être là ce matin. Je vous laisse prendre la suite. Merci Mélanie. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour Valérie et moi de vous partager aujourd'hui les enseignements de ce groupe de travail qui, comme tu l'as dit Mélanie, a pris du temps, mais en fait on s'est rendu compte que ce temps était nécessaire. En fait, on a commencé en 2020 avec 5 entreprises cœur au sein du groupe de travail et puis progressivement on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin, qu'on aille interroger davantage d'entreprises en faisant attention à les voir à la fois, évidemment, des maisons mères, des filiales. Vous pouvez le voir là sur la slide, par exemple, au sein de Crédit Mutuel, on est allé, on a fait participer Crédit Mutuel Arkea, qui est représenté aujourd'hui par Cédric Malancro, Armoric Habitat, du côté de la Poste aussi, à la fois au sein du groupe, mais auprès de la filiale, la Banque Postale. Voilà, quelques exemples pour vous montrer que c'est un travail qui a pris du temps parce que, évidemment, tout comme le sujet de la société à mission, c'est un sujet qui est récent, mais qui est particulièrement complexe quand on est dans cette configuration. Et puis, on remercie vraiment toutes les entreprises qui ont passé du temps pour nous partager leurs interrogations, le chemin qu'elles avaient parcouru. Je peux citer encore quelques exemples d'entreprises pour vous montrer on a vraiment réuni une grande diversité d'entreprises avec le groupe RATP qui a réalisé un travail sur sa raison d'être qui est commun à l'ensemble de son groupe et de ses filiales. On avait également la filiale française du groupe Chiesi, qui est un groupe italien qui est Società Benefit d'origine italienne, mais on avait au cœur du groupe de travail la filiale française qui s'est lancée dans la société à mission il y a quelques temps. Voilà. Je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, on les remercie vraiment tous pour avoir passé ce temps avec nous. On va vous partager les premiers les enseignements qu'on a aujourd'hui, mais peut-être que d'ici quelques temps, on pourra avoir une V2 de notre livre. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, on sait que c'est quelque chose qui continue d'être nourri. Je remercie donc particulièrement aujourd'hui donc Cédric de Crédit Mutuel Arkea et Virginie Malnois d'Harmonie Mutuelle qui sont là pour nous partager le chemin que eux ont fait dans leur société, les questions qu'ils ont pu se poser et les enseignements qu'ils en tirent aujourd'hui. Et avant de leur donner la parole, et je les laisserai se présenter davantage, je te laisse la parole, Valérie, pour introduire un peu la question qui nous était posée et le sujet qu'on a traité. Bonjour. Donc le sujet, la question qui a été, je pense, la première qui a émergé,
était une question de droit, en fait. Compte tenu de la complexité que nous avons supplémentaire, hein, de par cette articulation entre une tête de groupe et des filiales ou une filiale, la première question qui nous a été posée, c'est mais que dit le droit, en fait? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qui nous est imposé, etc. Alors, on tient avec Claire d'ailleurs à remercier le comité scientifique qui nous a pas mal aidé parce que c'était quand même un sujet assez ardu et personnellement, nous n'avions pas forcément les compétences sur le sujet. Donc, déjà, dans un premier temps, que dit le droit sur la notion de groupe, indépendamment de la loi Pacte? Le groupe, en fait, il n'est pas doté d'une personnalité juridique spécifique. C'est une société à part entière. Et les sociétés filiales sont des sociétés à part entière aussi, indépendantes, et qui jouissent d'une personnalité morale en tant que telle. Évidemment, il y a des liens financiers, de relations, de pouvoir entre une tête de groupe et ses filiales, entre les filiales, qui évidemment fait que le groupe peut exercer un pouvoir sur ses filiales, que ce soit détermination d'objectifs, des dimensions économiques, etc. Et donc, quelque part, ça remet en cause l'autonomie réelle de la filiale, sachant que, évidemment, toutes ces relations sont très encadrées par la loi et que la condition essentielle, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'intervention dans la gestion de l'entreprise filiale par la maison mère. Maintenant, si on se met dans le cadre de la loi Pacte, la question qu'on s'est posée, c'est en quoi la loi Pacte, elle fait évoluer cette relation. Est-ce qu'elle ne vient pas renverser en fait la situation qui est déjà déséquilibrée entre les différents acteurs? Et comment elle modifie les marges de manœuvre pour l'ensemble des acteurs. Et vous le verrez, en particulier pour les cas qui nous concernent, sur lesquels il va y avoir un témoignage, le sujet est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement puissant aussi, puisqu'il y a des renversements de situation. Et puis la deuxième question, c'est comment cette articulation va se décliner dans l'élaboration, dans la déclinaison, dans l'acceptation, dans la gouvernance d'une mission commune à un groupe ou spécifique à une filiale. Donc avec cette notion de commun et de spécifique sur lequel nous allons revenir. Merci. Alors, sachant qu'on vous invite, il y a peut-être quelque chose d'assez important à vous dire dès le début, je pense, c'est que là, avec Virginie et Cédric, on va vous donner un aperçu, mais c'est plutôt un teasing, excusez-moi pour l'expression, parce que le rapport est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus en profondeur, évidemment, et en nombre d'exemples. Donc, nous vous invitons derrière vraiment à le lire. Il sera disponible, je crois, Mélanie, là, dans la matinée, sur le site de la SEM. Voilà, je te laisse la parole. Oui. Alors, on va avoir une bonne demi-heure d'échange, de témoignages de la part de Cédric et Virginie. Puis ensuite, on ouvrira aux questions. Donc, n'hésitez pas sur le fil de discussion à écrire toutes les questions que vous pouvez avoir vis-à-vis de nos intervenants ou de nous. Donc, on fera ça sur le dernier quart d'heure. Cédric, Virginie, je vous donne la parole pour que vous puissiez vous présenter. Virginie, à vous l'honneur. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Virginie Malnois, je suis directrice des nouveaux modèles chez Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie, c'est une mutuelle, comme son nom l'indique, qui couvre 4 600 000 personnes et qui accompagne un peu plus de 60 000 entreprises, donc en santé, en prévoyance, en prévention et en épargne retraite. Et la maison s'appuie sur un peu plus de 4 600 salariés qui sont répartis un peu partout dans les différentes régions de France. Et puis également, c'est notre particularité, sur un peu plus de 2000 délégués bénévoles qui interviennent également sur un certain nombre d'actions dans les différents territoires. Voilà, on s'inscrit dans un modèle managérial régional. Et puis, par ailleurs, Harmonie Mutuelle est membre du groupe Vive. Et donc, c'est certainement la raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui, qui regroupe également
la MJEN, la MNT et puis de très nombreuses structures sanitaires et sociales que l'on regroupe sous le terme VIV3. Voilà. Peut-être enchaîner. Donc, Cédric Palengros, je suis secrétaire général de Crédit Mutuel Arkea. Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe coopératif et mutualiste qui réunit deux fédérations de Crédit Mutuel, Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et une quarantaine de filiales spécialisées. Donc, la particularité du groupe, c'est précisément ce modèle, hein, puisqu'on est, en pyramide inversée, finalement. Nos actionnaires sont nos 313 caisses locales, donc qui fait un fonctionnement compliqué. Et et on le verra dans la suite de la présentation, une difficulté particulière, c'est qu'on est un groupe qui doit non seulement, je dirais, répartir ou partager sa raison d'être ou son statut d'entreprise à mission avec ses filiales, mais également avec ces deux composantes qui sont des fédérations, qui sont finalement les actionnaires ou les représentants du groupe. Donc, il y a deux niveaux d'intervention, ce qui met une complexité supplémentaire. Merci. Alors, avant qu'on plonge dans le chemin que vous avez parcouru, petite introduction sur en fait le panorama qu'on peut avoir devant nous quand on s'interroge sur un groupe, des filiales, leur articulation dans le contexte de la société à mission. En commençant ce groupe de travail, on s'est rendu compte qu'on avait autour de la table autant de cas de figure que d'entreprises. À chaque fois, un chemin très particulier. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que déjà, ce qui peut différer, c'est qui est à l'initiative de la démarche. Est-ce que c'est une filiale qui a voulu se lancer? Est-ce que c'est le groupe qui invite l'ensemble de l'entreprise à réfléchir à son raison d'être et devenir société à mission? Premier point. Et puis ensuite, le périmètre sur lequel va s'exercer la mission. Et là, cas très variés. On peut avoir effectivement une mission qui va concerner l'ensemble du groupe, donc avec une maison mère et des filiales qui vont partager la même mission. C'est le cas, par exemple, au sein de Danone et au sein du groupe Rocher. Autre cas de figure, des filiales qui vont s'être dotées chacune d'une mission ou d'une raison d'être particulière, sans pour autant que la maison mère ait pour elle-même sa propre mission. Donc là, une liberté laissée au sein des filiales. Et puis d'autres cas où là, on conjugue des situations très différentes et qui coexistent au sein du groupe avec une maison mère qui va être société à mission, une filiale va l'être également, mais d'autres ne le seront pas, ne se seront pas dotées de raison d'être. Plusieurs sociétés à mission, plusieurs sociétés à raison, voilà, avec des niveaux très différents au sein d'un groupe, ce qui évidemment complique un peu la chose, mais en tout cas pose une vraie question de cohérence et on y reviendra. Donc vous voyez, pour les entreprises qui s'interrogent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, en fait, voilà, il y a le chemin enfin, de nombreux chemins sont possibles. En fait, ce qui prévaut et ce qui a été intéressant de creuser, c'est que en fait, à l'initiative, ça va être la question de pourquoi on se lance. Et on s'est rendu compte que, en fonction du cas de figure, on peut avoir une volonté pour une maison mère d'interroger le commun et ce qui réunit l'ensemble de ces sociétés, et donc d'aligner au sein d'un projet commun, d'où une volonté de faire réfléchir à une raison d'être commune et d'amener l'ensemble des sociétés dans la même direction. On peut avoir, autre cas de figure, une maison mère qui donne qui invite qui invite ses filiales à avoir une certaine liberté et les invite à se poser la question de ce qui leur est spécifique en allant les interroger sur quelle peut être votre mission dans le contexte groupe. Et puis, on peut avoir d'autres stratégies, entre guillemets, de filiales qui ont envie, au sein d'un groupe, de se recréer des marges d'autonomie, d'affirmer une certaine spécificité, d'affirmer leur identité au sein du groupe, voire de résister à une ligne directrice un peu trop pesante de la maison mère. Donc, on voit à chaque fois, en fait, que la façon dont les sociétés vont s'y prendre est complètement révélateur, finalement, des jeux de relations au sein du groupe, de la maturité des relations et des équilibres. En tout cas,
parce que la réflexion, en tout cas sur la phase de formulation de la mission, puisque cet exercice est introspectif, révélateur, plus les enjeux et la stratégie amont peuvent être clairs, plus on va avoir de facilité à avancer dans la réflexion et à définir la démarche. Voilà, donc c'était un peu pour donner le cadre. Cédric, Virginie, je vous propose que vous puissiez nous partager, vous, le chemin que vous avez accompli, les questions que vous avez pu vous poser. Virginie, je commence par vous, si vous pouvez nous partager votre expérience. Avec plaisir. Je dirais qu'au sein d'Harmonie Mutuelle, la démarche, en fait, elle s'est décomposée en 3 grands temps. Un premier temps qui est un temps de réflexion, un deuxième temps qui aboutit un peu à la raison d'être, et puis un troisième temps qui est en fait la déclinaison davantage de la mission. Alors, le premier temps, il s'est déroulé sur, on va dire, 2019 et le premier semestre 2020, et ça a consisté à se poser la question de pourquoi on n'arrive plus à dire à travers le terme mutuel tout ce que l'on est dans notre mode de gouvernance et toute la différenciation, toute la mission que l'on porte. Et donc, comment on peut arriver à faire en sorte que on affiche davantage nos valeurs, notre volonté d'agir de façon différente. Et donc ça a été excessivement porté par le président et la directrice générale. On a fait intervenir beaucoup de gens externes qui avaient choisi des modes différents d'intervention pour finir par décider qu'on voulait s'inscrire dans une démarche pour devenir entreprise mutualiste à mission. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, lors de l'AG 2020, c'est-à-dire qu'en juin 2020, le président a fait voter à l'ensemble des 300 délégués, ça a été voté à l'unanimité, la volonté de s'inscrire dans cette démarche. Donc, premier temps, réflexion qui se termine par un vote en AG pour dire on va dans cette démarche-là. Deuxième temps, c'est en fait la démarche pour définir la raison d'être et nos 4 grands objectifs sociaux et environnementaux. Là, à nouveau, ce grand temps-là, il s'est décomposé en plusieurs parties. Une première partie, j'allais dire rétroviseur, où on s'est dit on a quand même une histoire, il ne faut pas oublier toute notre histoire, et donc on a relu tous les textes qui ont permis de constituer en fait Harmonie Mutuelle, hein, qui est le résultat de plein de fusions, etc. Donc on a relu les textes fondateurs, mais aussi la stratégie de marque, la stratégie opérationnelle, etc. À partir de là, on a extrait un certain nombre d'axes très importants qui disaient sur notre métier, sur la façon de l'exercer et sur nos positions politiques, quels étaient nos enjeux sociétaux, qu'on a fait ordonné par ordre de priorité par l'ensemble des grandes commissions politiques et comités managériaux, environ 400 personnes. Et à l'issue de ce classement, on a eu un tiercé gagnant qui a été pratiquement le même dans toutes les commissions et qui nous a permis de définir finalement le point central de ce qu'on voulait dans notre raison d'être, qui devait être autour d'une vision de la santé globale. Deuxième deuxième partie de ce temps 2, eh bien, c'est finalement se poser la question comment on allait décliner cette raison d'être, comment on a décliné en termes de grands objectifs. Et pour cette partie, on a dit c'est plutôt prospectif. Et là, on a interrogé toutes les parties prenantes. Alors évidemment, parties prenantes du groupe, puisqu'on fait partie d'un groupe, des autres entités du groupe, mais également toutes nos entreprises clientes, tous nos adhérents, tous nos salariés et bien sûr tous nos délégués qui sont par ailleurs également adhérents. Donc là, une grande consultation avec des questions ouvertes, où on leur a posé la question de « ça veut dire quoi la santé pour vous ? Qu'est-ce que vous entendez derrière ce vocable ? Qu'est-ce que vous attendez de gens comme nous, etc. » Et on a eu 18 000 personnes qui ont répondu avec 340 000 contributions. J'appelle une contribution une réponse à une question ouverte. Donc, on a été presque débordé par le nombre de réponses. On s'est fait aider pour classifier un peu tous ces éléments de réponse et ça nous a permis de dire que finalement, on voulait que le collectif était très important, qu'on voulait être un acteur et que les déterminants de santé étaient certainement essentiels dans une vision de la santé globale et que les déterminants de santé étaient pluriels et qu'on avait un rôle très particulier à jouer au sein de l'entreprise. Donc ça nous a permis de donner le cadre de la raison d'être et le cadre des 4 grands objectifs que l'on voulait avoir. Et puis, je dirais, troisième temps, eh bien, ça consistait troisième partie de ce temps 2, excusez-moi, c'est de le rédiger. Et ça, c'est aussi un point très important puisque il faut utiliser les bons vocables, etc. Et là, on a travaillé évidemment avec les services de communication, mais également avec un sociologue
et tous les salariés de l'entreprise qu'on a interrogés sur ce qui mettait derrière chaque mot. C'était une étape également importante pour en arriver à notre raison d'être, qui est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société, en mobilisant la force des collectifs. Ça peut vous paraître étonnant, mais chaque mot veut dire quelque chose pour l'ensemble des salariés de la mutuelle et c'est très important. Voilà. Et puis enfin, le troisième temps de toute cette démarche, le deuxième temps, c'est terminé par un vote en Assemblée générale. C'est toujours notre mode de fonctionnement, où on a présenté la raison d'être et les 4 objectifs socio-environnementaux qui ont été validés à plus de 98% et qui nous a permis d'entamer le troisième temps qui consiste à définir en fait notre modèle de mission de façon plus détaillée, à construire le comité de mission et à travailler, à mettre en place tout ce qu'il faut puisque notre premier audit va démarrer fin novembre. Voilà sur notre démarche. D'accord, merci Virginie. Cédric? Merci. Pour poursuivre, je dirais que pour Crédit Mutuel Arkéa, la démarche elle est un peu différente et je la qualifierais de démarche par objectifs successifs. Il y a eu un premier objectif qui a été vraiment de se saisir de l'opportunité de création de la raison d'être. Et ça a constitué un premier objectif et on aurait presque pu en rester là d'ailleurs. Ce souhait d'avoir une raison d'être, c'est dans un groupe de valeurs animées par des valeurs mutualistes et coopératives comme le nôtre, où il y a beaucoup finalement de débats philosophiques, je dirais de manière native dans notre modèle sur le sens qu'on donne à une activité économique et le lien qu'on peut dresser entre une activité, une performance économique et une performance extra-financière, sachant qu'on souhaite les deux. Et donc, ça a été un travail assez tôt, en 2018, fin 2018 et puis courant 2019, sur notre raison d'être, la boussole qu'on voulait dresser pour orienter l'ensemble de nos actions. Et ça a été un travail de réflexion vraiment collectif qui a associé beaucoup de nos administrateurs, nos collaborateurs, des parties prenantes, et donc un vrai résultat collaboratif qui nous a permis d'aboutir à cette raison d'être qui est sortie du chapeau, je dirais, fin 2019 et qui a été validée par notre Assemblée générale en 2020. Alors, on aurait presque pu s'arrêter là, puisque finalement, ce qui nous intéressait, c'était surtout cette boussole de raison d'être. Mais il y a un événement supplémentaire qui est venu jouer, qui est qu'on arrivait à la fin d'un plan stratégique. Le plan stratégique précédent trouvait son aboutissement fin 2020 et que la direction générale a souhaité naturellement se doter d'un nouveau plan stratégique. Et ce plan stratégique, le bon de commande qui a été passé, c'était donnons une force probante à notre raison d'être. On voit bien le lien entre le modèle d'affaires finalement et la raison d'être. Et ce plan stratégique, alors qui s'appelle Transition 2024, donc a été produit autour de cette notion, de cet objectif de donner une force probante à notre raison d'être, et c'est traduit finalement par un certain nombre alors on ne les a pas appelés des engagements à ce moment-là, mais un certain nombre d'orientations fortes ou de leviers, d'axes forts qui sont l'expression de cette mise en œuvre et donc qui orientent là aussi notre modèle d'affaires et qui ont vocation à l'orienter sur les 4 années qui viennent. Donc, c'est déjà en cours, on est déjà au terme des 2 premières années. Et finalement, quand on a sorti ce plan stratégique, on s'est dit, on n'est pas si loin au travers de cette feuille de route stratégique d'une feuille de route d'entreprise à mission, puisqu'elle est elle-même fondée, cette stratégie, sur la raison d'être. On n'est pas très loin des engagements qu'on devrait faire figurer dans nos statuts. On s'est déjà mis en situation finalement de donner une force probante ou de donner vie à notre raison d'être. Et finalement, on n'est pas si loin des engagements qui sont ceux d'une entreprise à mission. Et donc, c'est devenu un nouvel objectif, celui de devenir entreprise à mission, ce qu'on est devenu lors de l'AG 2022. Et finalement, par objectifs successifs, sans avoir peut-être à la base la volonté on ne s'est pas dit en 2019, on va devenir absolument entreprise à mission, c'est un petit peu venu par étapes, mais de manière assez logique à partir du moment où on avait décidé de s'engager sur une raison d'être. D'accord, merci.
Donc, suite à... Merci pour ces témoignages. Donc, vous nous avez expliqué comment vous étiez arrivé et comment vous aviez tiré le fil du chemin sur la société à mission. Si nous reprenons notre sujet sur la relation entre le groupe et la filiale, et vos témoignages sont extrêmement intéressants sur cette question-là, puisque vous êtes dans des cas extrêmement différents. Nous voulions d'abord faire un petit zoom simplement sur ce que nous avions constaté, c'est-à-dire le fait que la démarche, elle va être révélatrice de la nature de la relation en fait entre maison mère et filiale, voire entre filiales. Déjà, l'initiative peut venir d'une filiale, peut venir d'une maison mère, peut venir, voilà, et on va le voir dans les exemples que Virginie et Cédric ont nous exposés. D'abord, alors c'est une opportunité en fait très importante, nous avons trouvé, hein, l'ensemble du groupe, de se poser 3 questions en fait sur cette articulation. La première, c'est certainement, et le témoignage de Virginie était intéressant, c'est de révéler en fait ce qui constitue l'entreprise, mais c'est aussi ce qui constitue le groupe, c'est-à-dire pourquoi, en quoi ce groupe a un sens quelque part, hein, et quel est le type de relation qu'on veut avoir. La deuxième opportunité, c'est de se poser des questions, de clarifier cette relation, voire de traiter des nœuds si tant est que ce soit il y ait un besoin. Mais en tout cas, ça révèle en fait la complexité de cette relation. Et puis le dernier point qui a été un vrai sujet important révélé là pour le coup et explicité par un de nos experts du comité scientifique, ça pose une question de distinguer le commun du spécifique en fait. Le commun, qu'est-ce qui est le commun d'un groupe et qu'est-ce qui est le spécifique d'une filiale ou voire d'une tête de groupe d'ailleurs, hein, qui peut avoir sa propre activité. Donc pour continuer, j'aimerais passer la parole évidemment alors peut-être pour commencer à Virginie. En fait, justement sur ces éléments de commun et de spécifique et comment vous les avez résolus dans le cadre évidemment de votre, je mets des guillemets, hein, de votre groupe, hein, puisque vous allez utiliser les bons mots, qui nous paraît extrêmement important. Alors, merci. Oui. Donc, au sein d'Harmonie, clairement, la démarche, elle est venue de la mutuelle, hein, puisque c'était une volonté d'Harmonie Mutuelle de s'engager dans une démarche pour devenir entreprise mutualiste à mission. Et puis, il faut intégrer l'idée que on est dans un modèle mutualiste, comme l'a évoqué tout à l'heure Cédric Malengro, et donc le fonctionnement, il vient des adhérents, des entreprises clientes. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui siègent à l'AG, c'est eux qui sont administrateurs de la mutuelle, etc. Et donc, on n'est pas dans un groupe descendant, on est dans un groupe, une pyramide inversée, comme l'a évoqué Cédric Malengro. Donc, c'est pas du tout incohérent que ce soit une des entités qui ait eu envie de s'inscrire dans cette dimension-là. Et après, ce qu'il y a, c'est que rapidement, on s'est dit, de toute façon, on a souhaité ce groupe et donc on ne peut pas le faire sans s'inscrire dans une démarche plus globale. Et donc, on a mis au bureau du projet, on a demandé à avoir un représentant du groupe, ça nous paraissait important. Et puis, a été constitué au sein du groupe un comité qui regroupait l'ensemble des entités du groupe pour pouvoir partager sur là où on en était dans nos démarches, etc. Ce qui a créé des émules. Alors, nous sommes la seule entité à avoir été jusqu'à l'entreprise à mission. Alors, nous, on aime bien dire entreprise mutualiste à mission, parce qu'on garde cette dimension-là. Mais il y a par exemple la MGEN et VIF3 ont, les uns comme les autres, décidé de définir leur raison d'être. Voilà, donc tout ça, c'est inscrit quand même dans une vision un peu globale, parce qu'effectivement, la répartition des rôles est importante, et je dirais que ça suit aussi la répartition des rôles stratégiques, puisque la raison d'être, pour moi, c'est la boussole stratégique, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et donc, forcément, le lien entre le groupe
Et Harmonie Mutuelle, dans la définition de cette raison d'être et des objectifs, elle suit également le lien sur la stratégie. Et au sein de la stratégie, il a été décidé qu'au sein du groupe, Harmonie Mutuelle était la mutuelle des entreprises. Et c'est pour ça que du coup, on a souhaité qu'on ait un objectif purement axé vers les entreprises, pour bien montrer quel était le rôle d'Harmonie au sein du groupe. Voilà, c'est comme ça qu'on a un peu géré cette répartition avec le groupe. Merci Virginie. Cédric, vous avez partagé lors de nos entretiens, là encore, le lien avec l'ensemble des filiales. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors, en effet, il y a beaucoup de similitudes parce qu'on est dans deux univers mutualistes, donc forcément, il y a des choses qui se ressemblent et qui ne sont pas forcément d'ailleurs transposables à d'autres organisations. La question des éléments communs ou spécifiques, en fait, on ne l'a pas traité de manière orthogonale par rapport au reste de notre activité. On a des plans stratégiques qui sont des plans stratégiques décidés au niveau du groupe et avec une déclinaison déjà qui s'opère sur nos différentes activités ou filiales. Donc, finalement, le sujet de l'entreprise à mission ne s'est pas posé de manière très différente par rapport à cette organisation, qui est une organisation stratégique, je dirais, du modèle d'affaires général du groupe. Par contre, ce qu'on a souhaité faire, et alors, je dirais comment a été résolu, je reviendrai sur le temps, parce qu'elle est en cours de résolution et permanente en fait. Ça fait l'objet de débats, d'échanges dont tous ne sont pas aboutis. Mais ce qu'on a choisi de faire en tout cas, c'est de faire, ça c'est quelque chose qui correspond plutôt bien à nos modèles, on a voulu faire un pilote, un ballon d'essai finalement, et il y a une filiale qui s'est manifestée parce que son modèle d'affaires était très cohérent et finalement très entreprise à mission compatible, si j'ose dire, qui est Armorique Habitat, qui est une de nos filiales qui opère dans le logement social. Et finalement, on s'est dit, celle-là, c'est sans doute la filiale dans nos activités qui présente le profil le plus cohérent ou le plus facilement compatible avec l'entreprise à mission. Et donc, la filiale a fait le choix de devenir elle-même entreprise à mission. Et ça a été la première entreprise à mission du groupe. C'était pas le groupe, c'est donc, c'est pas Crédit Mutuel Arkea, tête de groupe, mais c'est une de ses filiales parce qu'on a voulu faire ce ballon d'essai, se tester, voir comment, à petite échelle, on était capable d'intégrer tous les concepts de l'entreprise à mission. Et ça générait beaucoup d'envie, presque de jalousie, mais en tout cas beaucoup d'envie de se dire mais ce qu'ils sont en train de faire chez Armorique Habitat, c'est absolument formidable et il faut pousser les feux pour que le groupe finalement rattrape ou se mette au niveau de cette filiale. Donc ça a été un vrai révélateur et un vrai exemple. Et puis peut-être que rassuré par ce pilote qui s'est très bien passé et qui a généré beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, eh bien ça a facilité le passage à l'échelle supérieure. Ensuite, comment on le résout maintenant sur l'ensemble du périmètre de nos filiales ou de nos activités? On considère qu'on a une raison d'être qui a été constituée par un collectif composé de l'ensemble des administrateurs et auquel les filiales ont contribué. Donc, il y a un alignement sur la raison d'être. Mais cette raison d'être, qui est une raison d'être groupe, elle opère finalement par ruissellement sur l'ensemble des filiales ou des activités, que ça ne les empêche pas de se doter, si elles le souhaitent, de leur propre raison d'être ou de leur propre statut d'entreprise à mission, dès lors qu'il est compatible avec la raison d'être. J'utilise volontairement le terme compatible. Il ne s'agit pas d'avoir la même de manière absolue, mais d'avoir quelque chose qui ne soit pas orthogonal à la raison d'être du groupe. Mais en tout cas, elles ont cette latitude de devenir entreprise à mission elles-mêmes, ou la latitude d'ailleurs de ne pas le devenir, et donc d'opérer dans un cadre groupe. Donc on est vraiment dans un mode d'organisation qui est un mode d'organisation assez hybride, mais coordonné néanmoins, où on s'assure que finalement la liberté puisse jouer des activités ou filiales de devenir entreprise à mission, et en même temps un travail de coordination pour s'assurer qu'il n'y a pas de raison d'être ou de mission ou d'engagement qui seraient orthogonaux par rapport aux objectifs qui sont fixés par le groupe ou la mission du groupe. Merci Cédric.
Alors, vous verrez là encore dans le document, je fais un petit peu de passage pub, mais il y a beaucoup d'exemples, d'autres exemples qui illustrent dans le secteur privé, dans le secteur financier, bon, voilà, il y a beaucoup d'exemples. On va simplement avec Claire vous donner un avant-goût de deux cas. Je voulais simplement compléter de mon côté par le groupe La Poste et la Banque Postale. Qui sont dans des configurations différentes, en fait, puisque le groupe La Poste a une mission statutaire due à son rôle de service public et pour lequel sa mission était assez simple à écrire, entre guillemets, hein. Et sa filiale, la Banque Postale, témoignage fait lors du groupe de travail par sa dirigeante, c'est que en fait, il y a peut-être 10% de son activité qui est de l'ordre du service public dans la Banque Postale, mais 90% qui est dans un secteur en concurrence régulé évidemment en tant que banque, et donc qui pose d'autres questions. Donc, c'est cette articulation entre le spécifique et le commun, qui va même sur la nature du rôle dans la société, était très, très, très intéressante. Donc, je vous invite à parcourir ce volet-là. Et puis, je vais donner la parole à Claire pour la suite et pour aussi témoigner d'un autre exemple. Oui. Je voulais parler de l'exemple de Chiesi. Chiesi France est filiale du groupe qui est international, mais qui est d'origine italienne. Et donc, le groupe Chiesi est Società Benefit en Italie et a ainsi inscrit une raison d'être dans ses statuts. Qui, en quelque sorte, comme vous le disiez, Cédric, ruisselle sur l'ensemble des filiales. Et quand Chiesi France a décidé de se lancer dans la société à mission, ils ont choisi déjà de réfléchir pour eux-mêmes, c'est-à-dire voilà, sur le périmètre de la filiale, quelles peuvent être leurs spécificités, quelles peuvent être leurs raisons d'être. Par exemple, ils ont une usine de production en France, ce qui n'est pas le cas de toutes les filiales. Voilà, ils ont réfléchi sur leur périmètre pour ensuite se dire quand même, est-ce que si on prend du recul, on n'est pas orthogonal par rapport à la raison d'être du groupe? Et en l'occurrence, pas du tout. On retrouve complètement cette cohérence et cette articulation. Donc, la réflexion s'est faite comme ça. Périmètre filial, prise de recul, est-ce qu'on est cohérent avec ce que projette le groupe et c'était assez naturel. Et puis, ce qui concerne la relation entre la filiale et sa maison mère, les deux parties se sont mis d'accord pour que Chiesi France, parce que pouvait bénéficier d'un contexte juridique spécifique en France grâce à la loi Pacte, la maison mère les a poussés en fait à aller le plus loin possible. Oui, réfléchissez à votre raison d'être, ça va être un exercice super intéressant, et puis aller jusqu'à la société à mission, parce que on a envie que nos filiales aillent le plus loin possible sur ce qui est possible de faire dans leur contexte national propre. Donc voilà pour l'exemple de Chiesi que vous pourrez aussi retrouver dans le livrable. À partir de ça, Cédric et Virginie, mais peut-être plus spécifiquement Cédric, j'aimerais vous poser la question de ce que cette réflexion et puis cette mise en place de la société à mission a pu changer ou de quelle manière elle a pu impacter la gouvernance qui préexistait déjà au sein de votre société et peut-être pas plus particulièrement à poser des questions spécifiques lorsque s'est mis en place le comité de mission. Oui, merci. Alors effectivement, et dans un groupe mutualiste, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet important, avec une gouvernance qui peut paraître du moins un petit peu diffuse, parce qu'elle est effectivement répartie selon ce phénomène de pyramide inversée que j'indiquais tout à l'heure. Donc, je dirais qu'il y a deux sujets auxquels on a été confrontés, qu'on a essayé de résoudre. Le premier, c'est un sujet une certaine dilution finalement du pouvoir que pouvait inspirer le comité de mission. Et on a eu des débats assez importants en conseil d'administration du groupe, de même que dans le cadre d'un comité spécialisé qui est le comité des nominations et de la gouvernance.
qui a été chargé de la composition de ce comité de mission. Il y a eu des débats assez importants sur le rôle relatif ou le pouvoir relatif du conseil d'administration et du comité de mission. Puis il a fallu amener un certain nombre d'éléments à la fois de rassurance pour le conseil d'administration pour indiquer qu'il n'y avait pas de dilution, mais également je dirais, de relative transparence sur le pouvoir qui en est quand même un, même si c'est un pouvoir essentiellement d'influence ou en tout cas de contrôle, qui est celui du comité de mission. Donc il y a eu ces débats, ces échanges sur finalement peut-être une crainte d'une certaine dilution du pouvoir et il a fallu amener des messages clairs, plutôt de rassurance à ce niveau-là. L'autre point, c'est finalement comment on constitue la feuille de route du comité de mission. Ou quel est son périmètre d'exercice à ce comité de mission. Et le choix qu'on a fait, c'est de raisonner à un niveau groupe pour constituer la feuille de route. C'est-à-dire que la feuille de route, elle ne s'arrête pas au simple périmètre je dirais, social de Crédit Mutuel Arkéa. C'est vraiment une feuille de route qui engage le groupe et les réalisations du groupe. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est comme ça qu'on l'a porté. Et donc, on a un comité de mission qui est amené à évaluer finalement l'atteinte ou le respect des engagements à un niveau groupe. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs telle ou telle filiale de se doter de sa propre feuille de route et donc de son propre comité de mission qui va apprécier la tenue de la feuille de route sur des éléments qui sont plus précis, plus ciblés sur l'activité de la filiale ou l'entité. Et voilà, et c'est le petit point un petit peu compliqué qu'on a eu à gérer, et notamment dans ce qu'indiquait Claire en début, je dirais dans le fait que la loi ne prévoit pas cette notion de groupe. Il a fallu finalement inventer quelque chose ou considérer qu'on était autorisé à définir une feuille de route qui dépasse un petit peu le périmètre social pour avoir un vrai périmètre groupe et doter finalement le périmètre d'exercice du comité de mission d'un territoire d'exercice qui dépassait très largement le périmètre social de Crédit Mutuel Arkéa. Merci. Peut-être pour terminer sur ce sujet-là, toujours pareil avec une ambition de vous donner envie de lire le livrable. Sur ces impacts sur la gouvernance, vous parliez, Cédric, de la loi et quelque part du fait que justement cette notion de groupe n'existant pas, vous avez dû inventer. On s'aperçoit en fait que grâce à la loi Pacte ou à cause de la loi Pacte, selon comment on se situe, comment dirais-je, la responsabilité de surveiller quelque part, de contrôler que là où les missions sont bien, comment dirais-je, déclinées, revient quelque part à la tête de groupe. C'est-à-dire que ce soit une mission au niveau du groupe, quand elle est au niveau du groupe, il faut que les filiales, il faut s'assurer que les filiales ne sont pas à l'envers, indépendamment d'avoir une mission d'ailleurs, hein, mais contribuent bien à cette mission. Et de l'autre, si une filiale a une mission, il ne faut pas que le groupe, lui, de par les injonctions qu'il pourrait donner à cette filiale, se mette aussi de manière orthogonale à cette mission. Donc, en fait, ça réinverse, en partie, hein, évidemment, les obligations des uns et des autres. Voilà, d'où l'importance de travailler ça de manière commune. Virginie, on avait aussi identifié un sujet qui est important maintenant, hein, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez commencé en 2019-2020 cette réflexion. Donc, quelles sont les leçons que vous pouvez maintenant tirer de ce passage en société à mission et puis aussi, quels sont les impacts au sein de votre union, parce que c'est une union plutôt qu'un groupe d'ailleurs, et de relations entre les différents acteurs.
Alors, effectivement, nous sommes, Vive est une union mutualiste de groupe, donc c'est effectivement un objet très, très mutualiste. Alors, les impacts pour nous, c'est que je pense déjà c'est très important, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est qu'on ne peut pas définir des missions indépendamment de la stratégie. C'est-à-dire que ça doit être la boussole stratégique, et donc la stratégie doit être complètement imprégnée de ce que l'on dit dans sa raison d'être et ce que l'on dit dans ses objectifs sociaux et environnementaux. Ça, c'est vraiment très important, parce que si on a en tête qu'on va faire du business pour dégager un petit peu de sous pour investir sur la mission, on est complètement à côté en fait de l'objectif. C'est l'ensemble de l'activité des maisons qui doit être imprégné de ce que l'on dit dans la raison d'être et ce qu'on a décliné dans les objectifs, puisque cette démarche, elle est opposable, qu'effectivement, il y a le comité de mission qui va venir nous secouer un petit peu les plumes là, pour qu'on aille toujours un peu plus loin, et puis qu'on a quand même une audite opposable qui va venir vérifier si on fait à peu près ce que l'on a dit qu'on allait faire. Voilà. Donc, il ne faut pas le voir comme un empêcheur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur de prendre le risque d'y aller, parce que je pense que c'est un risque très, très positif, mais il faut quand même être bien aligné. Et ce que je vois aujourd'hui dans l'articulation entre l'UMG, enfin l'Union mutualiste de groupe, entre Vive et Harmonie Mutuelle, ce qui est très important, c'est que puisque c'est les mutuelles qui ont voulu, et les entités qui ont voulu la création de ce groupe, mais il faut une articulation horizontale, au-delà de l'articulation verticale. Et donc, on a des échanges réguliers avec les autres entités du groupe pour voir comment, globalement, on s'articule. Comment, globalement, on s'articule sur le plan stratégique. Et donc, on a décidé que, finalement, on co-construisait le plan stratégique du groupe, évidemment, piloté par le groupe, mais co-construit par les maisons, et qu'il n'y avait pas un plan stratégique du groupe et un plan stratégique de chaque maison, mais qu'il y avait un plan stratégique global et que chaque maison avait sa partie de ce plan stratégique. Voilà, ce qui fait que du coup, ça s'articule, et c'est exactement la même articulation pour la partie mission. Voilà. Donc cet échange horizontal, au-delà de l'échange vertical, je finirai là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de très important. Merci Virginie. Alors, merci à tous les deux pour ces témoignages. Je vous propose qu'on passe au temps de questions-réponses avec les personnes qui vous ont écouté. J'ai reçu 2 premières questions, et puis n'hésitez pas à en relancer dans le fil de discussion pour qu'on puisse réagir. La première s'adresse à vous, Cédric, avec une question qui vous est posée sur finalement, vous a quel est pour le passage de société à mission, qu'est-ce qui vous a finalement sur le chemin convaincu qu'il fallait aller plus loin et aller vers la société à mission en tant qu'acteur de l'ESS et coopérative déjà construite autour d'une utilité sociale affirmée, voilà, dans votre contexte spécifique. Et visiblement, c'est une question que se posent d'autres qui sont aussi dans un contexte de coopérative d'activité et d'entrepreneurs. Alors, c'est effectivement, enfin, je citais cette notion d'objectif successif. On n'était pas allé directement vers l'objectif qui était on veut devenir entreprise à mission. C'est vraiment par objectif successif. Et à chaque fois, le questionnement qui a été le nôtre, c'est finalement qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte de différenciant de devenir entreprise à mission? Est-ce qu'on n'est pas bien déjà avec une raison d'être, avec un plan stratégique qui est l'expression de cette raison d'être? Est-ce que finalement, ça ne suffit pas? Et je pense qu'il y a 2 choses qui nous ont vraiment convaincus de franchir un cap supplémentaire. Le premier, c'est une certaine, comment dirais-je, banalisation finalement de la raison d'être. On a été plutôt pionnier dans la rédaction d'une raison d'être. Je pense qu'on a été le premier établissement bancaire à se doter d'une raison d'être. On était très vite rattrapé, ce n'est pas le sujet d'être le premier. Mais finalement, on a assisté à une certaine banalisation de la raison d'être et l'impression, et d'ailleurs on a noté que certaines entreprises qui se dotaient d'une raison d'être devaient avoir peut-être du mal à se regarder dans le miroir. Je ne parle pas forcément dans le domaine bancaire, mais globalement, on a vu une floraison incroyable de raisons d'être. Et on s'est posé la question de la sincérité de certaines raisons d'être qui étaient émises par rapport au profil de l'entreprise.
Et on s'est dit, mais finalement, comment on arrive à se différencier? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est on va être très rapidement, sans doute, accusé finalement de greenwashing ou de social washing, en tout cas, dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bah, c'est un petit peu la même chose pour la raison d'être ou l'entreprise à mission. Hein. Il n'y a pas la raison d'être finalement, mais il y a des preuves de la raison d'être. Et c'est vraiment cette dimension supplémentaire qu'on a voulu saisir ou exploiter, parce que devenir entreprise à mission, eh bien, c'est que la maison qu'on a constituée, que le groupe qu'on a constitué devienne un peu une maison de verre, parce qu'il faut délivrer beaucoup d'informations et rendre public beaucoup d'informations. Et surtout, c'est la force de la preuve, quoi. Et c'est ce côté un petit peu challengeant, ce côté extrêmement probant d'apporter de la preuve qui, je pense, nous a fait basculer vers ce choix de devenir entreprise à mission. On aurait pu rester doté d'une raison d'être et appliquant un plan stratégique. Je pense qu'on a eu le désir, on a été, je dirais, titillé à un moment par le fait de pouvoir amener la démonstration que ce à quoi on s'était engagé, c'était une réalité. C'est peut-être aussi simplement, enfin, ça peut-être que ça s'exprime aussi simplement que ça, c'est apporter la preuve que ce n'était pas un engagement de paille. Merci Cédric. Merci. Je reprends une autre question qui est sur la raison d'être de Chiesi, mais France, mais je pense qu'il peut s'étendre, hein, qui a-t-elle été validée facilement par la maison mère en Italie, et est-ce possible en fait d'avoir une raison d'être sur une filiale avant même que il y ait une raison d'être sur la maison mère? Est-ce que Cédric ou Virginie, sur ces sujets-là, vous voulez répondre? Moi, je veux bien répondre parce que nous, on a une raison d'être et le groupe n'en a pas encore. Donc, je pense que c'est possible. Après, ça dépend justement de l'articulation qu'on veut avoir. Et ça dépend un petit peu aussi de comment sont les filiales. Si vous avez que des filiales qui font en fait à peu près la même chose, mais qui ont exactement la même activité, mais qui sont réparties géographiquement ou réparties, peu importe le type de répartition, c'est certainement un petit peu plus complexe de se dire que la maison mère n'a pas de raison d'être et qu'il y a un certain nombre de filiales en ont. Mais si on est sur des activités qui sont assez différentes, qui existent aussi dans beaucoup de groupes, qui est un peu le cas aussi chez nous, parce que je vous ai dit, on a à la fois des activités sanitaires et sociales et des activités qu'on va qualifier un peu plus d'assurantielles et servicielles, ben, on peut avoir les uns des raisons d'être et les autres pas encore. Voilà, c'est pas très grave. Et la raison d'être du groupe peut être finalement une animation de l'ensemble des raisons d'être des filiales. Je pense que ça dépend du lien, de l'articulation que l'on a entre la maison mère et les filiales. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue à ce type de questions. Cédric, vous voulez rajouter quelque chose? Bah, ce serait une redite. Moi, je partage vraiment ce qui vient d'être dit par Virginie. Je pense qu'on le voit dans nos groupes, et peut-être parce qu'on a un ADN commun, qui est un ADN mutualiste, finalement, on a déjà des modèles qui sont fortement inspirés par le collaboratif, par la coopération, par le fait d'agir ensemble pour des objectifs communs. Donc, ça, je pense que c'est natif finalement ou embarqué dans le modèle de nos groupes. Et donc, c'est sans doute plus facile pour des groupes comme le nôtre de se doter d'une raison d'être qui soit finalement une boussole commune et de faire adhérer l'ensemble des entités, même si chacune va l'adresser avec ses particularités. Peut-être plus facile ou plus évident, en tout cas, lorsqu'on est Armorique Habitat et qu'on opère dans le logement social, que quand on opère dans la gestion d'actifs et par exemple avec des fonds émergents. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, sur certaines activités que dans d'autres, parce que moins naturel ou moins évident, mais je pense qu'on est déjà au niveau du groupe, et c'est sans doute une chance pour devenir entreprise à mission. C'est un élément facilitateur pour devenir entreprise à mission. On est habitué finalement à travailler des axes communs ou des objectifs communs.
Merci. Et pour compléter simplement, dans le cadre du groupe de travail, vous pourrez lire aussi l'élaboration d'une mission et le passage sur cette mission peut venir de tous horizons, c'est-à-dire du groupe comme de filiales. Après, ce qui va s'instaurer, c'est le dialogue, c'est-à-dire si ça vient d'une filiale, c'est la relation qu'on a avec son actionnaire ou ses actionnaires d'ailleurs, pour expliquer pourquoi on veut cette émission, ce qu'on veut mettre dans notre mission, etc. Donc, il y a des groupes qui ne vont pas passer sous la mission, qui ne vont pas avoir de raison d'être, mais qui sont en phase avec la raison d'être et la mission de leur filiale. Donc, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça révèle déjà la relation, ce que vous disiez, Cédric, hein, ça relève de la culture aussi, hein, et qu'il faut s'insérer dedans. Et c'est une opportunité aussi de dialogue. Et comment ce dialogue, il s'installe ou il s'approfondit dans la durée, au moment effectivement de la formulation de la mission, mais également, une fois qu'on est société à mission, comment on peut continuer des échanges sur les engagements. Alors, pour revenir sur l'exemple de Kiesi, par exemple, ils ont choisi de mettre au cœur, parmi les participants de leur comité à mission, une personne qui représente la maison mère. Donc, pour poursuivre justement cet échange sur leur mission et aussi se faire finalement challenger par leur maison mère. Je sais pas si y a d'autres questions. Oui. J'en ai pas reçu d'autres. Je me dis, avant qu'on se quitte, peut-être Virginie et Cédric, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour des entreprises qui sont dans ce contexte particulier, groupe, filiale? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour se lancer? Voilà, je vous prends un peu au dépourvu sur cette. Un seul conseil, allez-y. Mais allez-y parce que c'est une aventure formidable. Mais allez-y en sachant que c'est une aventure. Elle est formidable l'aventure, mais c'est une aventure où c'est un défi parce que c'est pas quelque chose de neutre. C'est quelque chose dans lequel on doit s'engager. On ne peut s'engager que s'il y a une forte conviction et si on est prêt à opérer un certain nombre de renoncements. Virginie le disait très bien tout à l'heure, on ne peut pas décorréler l'entreprise à mission et le modèle d'affaires ou le plan stratégique. Il faut que l'ensemble soit parfaitement intégré. Lorsqu'on parlait de barrières à établir, c'est peut-être même plus que ça. On ne peut pas raisonner en cerveau droit, cerveau gauche. On doit raisonner de manière très homogénéisée au sein de l'institution. Donc voilà, le conseil, c'est allez-y, c'est une aventure formidable, mais pour s'y engager pleinement, il faut être en pleine sincérité et en pleine conviction des enjeux que ça peut représenter. Alors, je partage tout à fait ce que vient de dire Cédric. J'engage vraiment tout le monde à y aller. Pour moi, c'est un chemin. Parce que justement, tout à l'heure, il y a une question dans le fil en posant un peu la question, la différence avec Bicorp, etc. C'est une question qu'on s'était posée dans la premier temps de notre réflexion. Bicorp, c'est en fait une certification, donc on doit faire le travail en amont, puis à un moment donné, on certifie et on répond à une certification. Je trouve que le gros avantage de l'entreprise mutualiste émission, ce que permet la loi PACTE, c'est que c'est un chemin dans lequel on s'inscrit et on va mettre son plan stratégique au service de ce chemin. Donc, tout le monde ne va pas avancer à la même vitesse, tout le monde ne va pas se fixer le même niveau d'objectif. En revanche, il faut avoir envie de se transformer. Voilà. Mais si on est prêt à se transformer au service d'une amélioration de la société, ce qui est quand même un beau challenge, il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Et ça clarifie la relation avec le groupe, etc., puisque c'est le chemin qu'on va tous emprunter. Donc, forcément, ce chemin, il doit être partagé entre le groupe et ses filiales. Très bien, merci, un grand merci à tous les deux. On vous invite donc à lire le livrable qui se trouve désormais sur le site de la communauté des entreprises à mission. Vous y trouverez de nombreux exemples, de nombreux témoignages. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup pour ce travail de longue haleine. Donc, à la fois aux participants, à la fois à vous tous qui êtes derrière votre PC, puisque vous êtes très nombreux, pour la communauté des entreprises à mission aussi, qui a permis
qui a permis de faire tout ce travail. Et évidemment, et surtout à Virginie et Cédric qui nous ont accompagnés dans cette dernière présentation. Très bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.